d'être là, merci d'être venus si nombreux à la recyclerie. On va passer une bonne heure ensemble à parler d'écologie et de radicalité. Et pour cela, je vous propose de partir d'un double constat. Premier constat, le business reste le moteur principal de nos sociétés industrielles. Deuxième constat, aujourd'hui l'écologie est largement récupérée par le système politique industriel. Système qui maintient l'illusion d'une croissance verte, c'est-à-dire l'illusion d'un possible découplage entre croissance économique et empreinte écologique. On va donc réfléchir ce soir à une question centrale. Dans quelle mesure les mouvements écologistes doivent-ils gagner en radicalité? Et pour alimenter le débat, on a le plaisir ce soir d'accueillir trois intervenants. Bonsoir Christophe Deleuil. Bonsoir. Vous êtes historien, co-auteur du livre Les événements anthropocènes et membre de la revue Terrestre.org. Bonsoir David Bateau. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, actuellement députée des Deux-Sèvres et également présidente de Génération Écologie. Et enfin, bienvenue Lucas. Bonsoir. Vous êtes membre du mouvement Extinction Rébellion. Pour structurer les échanges, je vous propose deux grands axes de débat ce soir, deux grands axes que vous pouvez lire sur la slide projetée. Un premier axe où on va se demander si la situation écologique radicale actuelle implique des réponses radicales. Et un deuxième axe où on parlera des stratégies à déployer pour le mouvement écologiste aujourd'hui. Mais avant d'entamer le débat, rentrer dans le vif du sujet de ces deux premières parties, je vous invite à réagir succinctement autour des notions de radicalité, donc un mot qui nous vient du latin radix, signifiant la racine. Donc ma première question est la suivante. Être radical en écologie, c'est quoi pour vous? Je pose la question à nos trois intervenants d'abord. Ça vous évoque quoi spontanément? Lucas, de l'Extinction Rébellion. Spontanément, moi je reprends cette définition radical au sens de radical de la racine en tant que telle, c'est-à-dire remonter et agir sur la racine des problèmes et la crise actuelle, c'est-à-dire agir sur les causes d'un problème. Et toujours je me posais cette question, est-ce que je suis réellement en train d'agir sur les causes du problème en tant que tel, ou est-ce que je suis en train d'agir sur ses conséquences? Voilà. Et pour moi, être radical, c'est vraiment se poser la question en permanence. Est-ce que je suis en train de rechercher un mode de vie qui est suffisant? C'est-à-dire que je me contente de ce qu'on a besoin pour vivre sans superflu, ou alors je reste dans le modèle dans lequel on est, c'est-à-dire consumériste, capitaliste, auquel on a été éduqué, que j'ai été éduqué depuis que je suis né. Un monde est possible, dès que quelque chose est possible, je me le crois, je me le permets, sans aucune réflexion sur l'impact que ça peut avoir sur les autres en tant qu'être humain et dans un spectre plus large sur la nature et les écosystèmes en tant que tel. David Bateau, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question d'écologie et radicalité? Je suis assez d'accord avec la définition qui vient d'être donnée. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas confondre ou interpréter ce terme de radicalité. C'est pour ça que moi-même j'emploie la notion d'écologie intégrale pour essayer de faire comprendre, si on peut débattre infiniment des mots, que la question n'est pas celle d'une écologie plus dure par rapport à ce qui serait une écologie molle ou d'une écologie qui irait plus vite parce qu'on est dans une situation d'urgence absolue, même si c'est nécessaire, par rapport à une écologie qui irait lentement. Le propos, c'est bien de s'attaquer à la racine des problèmes, donc d'avoir une vision systémique qui intègre la primauté de l'enjeu écologique sur tous les autres, d'où la notion d'intégrale au sens de intégratrice, c'est-à-dire que dans toutes les dimensions de la vie d'une société, on intègre la priorité absolue à l'urgence écologique, et radicale dans le sens où oui, il faut s'attaquer peut-être à deux racines fondamentales
du problème, c'est-à-dire de la destruction massive et de la magnitude qu'elle atteint aujourd'hui par son ampleur et par sa vitesse, à savoir ce qui vient d'être dit, que je compléterai par la notion de respect des limites planétaires, que le système consumériste et capitaliste actuel ne respecte évidemment pas, et la question du patriarcat, c'est-à-dire que pour moi, l'écologie qui s'intéresse à la racine des problèmes, c'est une écologie écoféministe qui combat le patriarcat. Christophe Bonnet. Alors moi j'aurais envie de prendre ce terme de radicalité en termes d'ampleur des transformations écologiques, sociales et presque anthropologiques qui sont nécessaires de faire pour être à la hauteur de la situation planétaire. Et j'ai envie de comparer ça avec l'épisode de l'esclavage. Dans les années 1780, l'esclavagisme était considéré comme moralement tout à fait acceptable. Les Noirs comme des êtres assez proches des animaux, ou quelqu'un comme Condorcet a dû employer au début des années 1780 un pseudonyme pour écrire son livre de critique de l'esclavagisme, et où 75 ans plus tard on a réussi à opérer un changement assez radical où l'esclavagisme est devenu moralement réprouvable, où les personnes d'origine africaine ont été prises comme des êtres humains. Et cette transformation-là, elle s'est faite grâce à des engagements de personnes, disons, modérées, qui ont fait des pétitions, des projets de loi, etc., dans les métropoles européennes. Mais elle s'est faite aussi par des actions beaucoup plus violentes, la révolution haïtienne, les esclaves qui se révoltent, qui marronnent à l'extérieur, qui font des raids, qui ont établi un certain rapport de force qui a fait que l'esclavagisme n'était plus tenable, n'était plus rentable économiquement du point de vue même des propriétaires de plantations. Et du coup, cet épisode-là me rappelle qu'il y a sans doute une complémentarité des luttes entre des gens qui sont de conditions sociales et raciales différentes et qui ont des modes d'action différents, mais qui peuvent parfois s'articuler pour faire advenir les transformations qu'on souhaite. Alors, je peux aussi vous poser la question à vous, puisque vous-même, alors aussi, c'est avoir un débat participatif. Qu'est-ce que la radicalité et l'écologie vous évoquent spontanément? Est-ce que vous aimeriez réagir sur cette question pour lancer un peu le débat? Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Monsieur. Moi, ça m'évoque une transformation totale de la société, on ne pas être un outil écologique. On est totalement écologique, c'est-à-dire qu'on change complètement de vie, le système est politique. Sinon, l'écologie, de toute façon, une écologie évoquée est contre-productive, de toute façon, on détruit même l'écologie. Merci beaucoup, je vous invite à parler bien proche du micro. D'autres réactions? Bonjour, j'aurais une question. Une dictature verte, pour ou contre? On passe tout de suite aux questions, ça tout au long du débat, mais en tout cas, c'est une question centrale qui pourra structurer nos échanges. D'autres réactions spontanées sur cette notion de radicalité? Peut-être une manière aussi de l'émission pour la suite du débat, de voir la radicalité dans le temps, en fait, dans une temporalité. J'ai entendu une conférence il n'y a pas longtemps qui donnait des statistiques sur les manifs climat, par exemple, qui disait qu'il n'y a pas de rupture entre l'écologie et l'ISPA par laquelle en général on commence, une radicalisation qui arrive avec des désobéissances civiles et des actions de plus en plus ambitieuses. Il y a cette idée au niveau individuel comme peut-être au niveau collectif, et une montée en radicalité qui peut aussi de plus en plus accélérer. Alors, on a déjà des bonnes idées. Monsieur? Enfin, vous avez une comparaison tout à l'heure qui est intéressante. Effectivement, pour ramener la notion de radicalité de chaque temps,
Vous avez bien expliqué que c'était sur un processus très lent, qui avait pris beaucoup de temps. Quand vous parlez de radicalité, pourriez-vous donner dans l'histoire des 2-3 derniers siècles un changement que vous pourriez qualifier de radical au sens où vous parlez de radicalité? Alors, sur un peu ces questions, on va vraiment les développer dans les deux parties. Je vous propose vraiment de donner votre point de vue en fait sur la radicalité. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? Une femme peut-être? Je vous donne le micro. Vas-y. Il demande des exemples de transformation radicale. Allez-y, monsieur. Oui, et je me demandais qu'est-ce qui était à l'œuvre en termes de radicalité pour l'évolution du droit. Pour suivre l'exemple en Équateur, en Colombie et en Nouvelle-Zélande, de donner des personnalités juridiques à des écosystèmes et à des animaux pour faire évoluer rapidement des situations. Merci pour cette nouvelle activité. Madame. Je pense aussi à Valérie Servaner, qui, elle, en tant que juriste internationale, peut donner des droits juridiques à tout ce qui est mis en question dans l'écologie, justement, non écologique, des arbres, des forêts, des plantes, mais aussi des rivières, le non-vivant également. Et c'est un vrai combat. Par exemple, par rapport au barrage, par rapport au champ de déforestation. Voilà. Ça serait vraiment pour moi la radicalité la plus forte, qui ressemble un peu à l'abolition de la vie et de l'esclavagisme. On ne se pose pas la question, là il s'agissait d'humain, et maintenant on va jusqu'au non-humain. Je trouve que c'est la réflexion. Eh bien, merci pour cette première réflexion. On entame tout de suite le premier acte de débat. Face à une situation écologique radicale, devons apporter des réponses radicales. Christophe Bonneuil, dans votre ouvrage sur l'Anthropocène, vous écrivez « Ce qui nous arrive n'est pas une crise environnementale, c'est une révolution géologique d'origine humaine. » La situation est-elle donc pire que ce que l'on croit? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, on appelait ça la crise écologique. On l'appelle encore aujourd'hui. Donc crise, ça renvoie à l'idée qu'on va s'en sortir en quelques années ou en quelques décennies, c'est juste un phénomène passager. Et les scientifiques qui ont proposé le terme d'anthropocène nous font prendre conscience de l'ampleur à la fois spatiale et temporelle de cette crise écologique en nous disant mais non, c'est pas une crise écologique, c'est un basculement géologique. On est en train de changer d'époque, on est en train de sortir de l'Holocène, qui correspond aux 12 000 dernières années depuis la fin de la dernière glaciation, et de basculer dans un autre état de la planète. On est déjà dans une situation où il n'y a jamais eu autant de carbone dans l'atmosphère que depuis 4 millions d'années, où la crise de la biodiversité n'a jamais été aussi forte et rapide qu'il y a 65 millions d'années, où les océans n'ont jamais été aussi acides, du fait des gaz à effet de serre qui sont dissous dans les océans, jamais aussi acides qu'il y a 300 millions d'années. Donc d'une part, ça montre l'ampleur géologique des transformations qui ont été imprimées à la planète, et ça renvoie aussi à une question d'irréversibilité, c'est-à-dire que quand bien même, ou en tout cas d'irréversibilité partielle, quand bien même on serait super vertueux, on n'émettrait plus aucun gaz à effet de serre aujourd'hui, il faudrait plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, pour retrouver le système climatique d'avant la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Donc voilà, ces différents éléments qui nous sont apportés par les sciences montrent à quel point la situation écologique s'est elle-même radicalisée quelque part. On se pose la question non pas de uniquement la durabilité, mais l'habitabilité même de la planète. Il y a des zones entières
qui seront trop chaudes, trop désertiques, trop inondées pour être habitables. Et ces transformations massives de la planète vont provoquer des basculements politiques, sociaux et géopolitiques qu'on risque de ne pas vivre sur la même planète dans peu de temps. Et peut-être que le XXIe siècle ne sera pas moins barbare que l'a été le XXe siècle avec ses deux grandes boucheries, ses deux grandes guerres, son holocauste, etc. Et donc l'idée d'Anthropocène nous met tout de suite dans cette prise de conscience-là. Alors peut-être une définition succincte de l'Anthropocène. Oui, non, déjà ça veut dire qu'on a quitté l'Holocène, donc ce qu'on vit est une transformation géologique, et Anthropos, l'humain, Kainos, nouveau, donc l'âge des humains, le moment où les activités humaines sont devenues des forces géologiques. Ça vient de là. Après, il y a tout un tas de débats sur est-ce que c'est tous les humains au même titre qui sont responsables de la situation de la planète, ou est-ce qu'il ne faut pas différencier en fonction des niveaux sociaux, des niveaux de responsabilité, est-ce que les Indiens et les Yanomami ont la même responsabilité que les PDG de Total, etc. Donc il y a eu des tas d'autres appellations, capitalocènes, qui ont été mis en avant pour interpréter le phénomène différemment. Et du coup, ça nous renvoie à peut-être une dernière question, c'est que les inégalités sur la planète se sont aussi radicalisées ces derniers temps. On est dans une situation où aujourd'hui 1% de l'humanité capture 82% des richesses qui sont produites chaque année. On a une situation où il y a 9 milliardaires qui détiennent plus de biens que la moitié de la planète. Et on est dans une situation où le capital privé et le patrimoine, dans l'économie française par exemple, représente 7 fois plus que le revenu national, alors que dans les années 50, c'était 3-4 fois plus. C'est-à-dire qu'on est revenu à un poids du capital privé par rapport à l'économie en France, qui est l'équivalent d'avant 1910, avant l'impôt sur le revenu, ou avant 1789, avant la Révolution française. Donc il y a quelque part des inégalités qui se sont radicalisées et qui appellent probablement des soulèvements, des réformes, des insurrections telles qu'on en a connues par le passé. Du coup, partez de ce constat d'Anthropocène qui est un constat scientifique. Pourtant, vous citez le philosophe Bruno Latour dans votre ouvrage d'Anthropocène. Bruno Latour qui nous dit « L'Anthropocène est le concept philosophique, religieux, anthropologique et politique le plus décisif jamais produit comme alternative aux idées de la modernité. » Donc finalement, on dépasse la discipline scientifique. Vous faites de l'Anthropocène une sorte de... comment on va appeler ça, un mouvement de société, idée de société. Oui, on peut dire que réaliser qu'on est dans l'Anthropocène, c'est aussi changer de point de vue sur la condition humaine. Quelque part, l'Anthropocène, c'est la réfutation par la géologie de l'idée de progrès, de l'idée de modernité, qui consistait à nous faire croire que nous allions devenir de plus en plus libres de déterminer nous-mêmes notre futur, en faisant table rase de tout déterminisme biologique, de toute contrainte de la nature, pour le dire vite, et de tout héritage du passé faisant table rase. Et que donc nous marchions en domestiquant, industrialisant la nature, en la mettant à notre service, nous marchions vers des sociétés qui allaient être toujours plus capables de déterminer par elles-mêmes leur propre devenir. Or, si on compare avec les situations qui est en train de se produire, comment vivront les sociétés de l'an 2200 ? Est-ce que le niveau d'habitabilité de la planète, les problèmes géopolitiques qui vont se poser, l'état de la démocratie, les conditions sociales de l'année 2200, est-ce qu'elles vont dépendre des générations des années 1180 à 1200 qui vont eux-mêmes construire leur avenir ? Ou est-ce qu'elle ne sera pas largement conditionnée par les choix énergétiques, économiques, etc., que nous faisons aujourd'hui au XXIe siècle ? Donc, paradoxalement, les sociétés du futur, de ce point de vue-là, du point de vue de l'état de la planète du fait du changement climatique, auront moins de marge de manœuvre que nous n'en avons eu au XIXe siècle, au XXe siècle, aujourd'hui. Donc, c'est exactement cette réduction de la marge de manœuvre, cette difficulté à construire nous-mêmes l'avenir que nous voulons est exactement l'inverse de la promesse
d'émancipation qui nous a été faite par la modernité industrielle. Donc il faut certainement trouver d'autres définitions de ce que c'est que l'émancipation, la liberté, le progrès, que celle dont on a hérité par le capitalisme industriel du 19e siècle. Christophe Monet, j'aimerais poursuivre avec vous sur les questions de sémantique. On a récemment le quotidien anglais britannique The Guardian qui a revu sa charte éditoriale en proposant notamment de préférer le mot urgence climatique au mot changement climatique. Donc, selon vous, est-ce que le combat écologiste est aussi un combat des mots? Quels sont du coup les mots à bannir quand on parle d'écologie radicale? Alors, c'est vrai qu'avant de parler changement climatique, on parlait de réchauffement climatique, global warming, qui a été disqualifié et remplacé dans les arènes internationales par changement climatique, qui est un terme beaucoup plus neutre, qui était promu par les climato-sceptiques à l'échelle internationale. Donc effectivement, l'écologie, c'est aussi une bataille des idées, une bataille des mots, et c'est exactement ce qui est arrivé au terme de décroissance, qui existait, on le trouve sous la plume d'André Gortz en 1973. On le trouve sous la plume de Georges Escurogen dans ces années-là également. Et ce mot disparaît dans les années 80 et 90 des débats intellectuels comme étant trop radical, trop exagéré, au profit du terme de développement durable. Et il n'a ressurgi que dans les années 2000 sous la plume de gens comme Serge Latouche, etc. C'est vous, Christophe Monet, à cette époque. Voilà. Donc effectivement, il y a des batailles sur les mots, peut-être on pourra en discuter avec des exemples concrets. Et donc concrètement, développement durable, ça ne vous parle pas trop, croissance verte non plus, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot à venir? Transition. Delphine Bateau. Ben, on a transition aussi dans le genre. Puisqu'en fait, il y a deux problèmes avec le mot transition. Le premier, c'est qu'en fait, transition, ça dit l'état entre un point et un autre, mais ça ne dit pas là où on veut aller, donc ça ne dit pas l'imaginaire en fait de la société qu'on veut construire. Christophe à l'instant parlait d'émancipation. En fait, il y a une nouvelle émancipation, une nouvelle libération qui est libérée de toutes les doctrines consuméristes dont on est abreuvé autour de l'idée que je consomme, donc je suis, que c'est en possédant un certain nombre de choses qu'on s'épanouit en tant qu'être humain, etc. En fait, tout ça est basé sur une société de frustration. Et donc à la fois, il y a une urgence et une radicalité des changements à opérer, mais en même temps, ce sont des changements souhaitables dans lesquels on a tout à gagner parce qu'ils sont porteurs d'une révolution anthropologique dans laquelle on va s'épanouir en fait dans le développement humain, dans le bien-être humain, plutôt que dans la possession d'un certain nombre de choses. Donc il y a ce problème avec le mot transition. Et d'autre part, en fait, il a été, si vous voulez, récupéré par les tenants du tout continu comme avant, pour laisser entendre qu'en fait, l'écologie, ce serait une question de super long terme. Donc en fait, on peut continuer à détruire, parce que on aurait devant nous une espèce de calendrier méthodique nous permettant d'organiser les choses tranquillement. Or, à supposer qu'on ait été un jour dans cette situation-là, ce n'est plus du tout ce que dit l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui, quand vous avez par exemple le rapport du GIEC qui dit qu'il reste une dizaine d'années pour espérer procéder à des changements immédiats et radicaux. Le terme radical, il est dans le rapport du GIEC. Ce n'est pas un terme politique, c'est un terme scientifique aujourd'hui sur les transformations à opérer. Il reste une dizaine d'années. Et en fait, là, on est au cœur du débat. Je vais prendre un exemple extrêmement concret sur un débat qui aura lieu jeudi ou vendredi à l'Assemblée nationale. La France a consacré au cours des années récentes 9 milliards d'euros de subventions à l'export pour l'extraction d'énergie fossile, en particulier du gaz, mais aussi du pétrole, et il y a longtemps du charbon. La France ne soutient plus les projets d'extraction de charbon depuis 2015. L'essentiel des aides à l'export, c'est des exploitations de gaz. Et on est dans un débat, donc moi je fais un amendement pour dire tout ça, on arrête, on ne met pas
de garantie de l'État, donc on ne met pas l'argent des contribuables, notre argent, dans le fait d'aggraver le crime contre l'humanité qui est en cours. Ça tombe sous le sens. Et là, on a des défenseurs du tout continue comme avant, qui nous disent mais non, le gaz ça pollue moins que le charbon. Comme si en fait on était dans une problématique qui était de polluer moins gravement et moins vite, et non pas d'arrêter complètement les énergies fossiles. Et il propose de rajouter des centrales à charbon et donc des nouvelles capacités d'extraction d'énergie fossile pour les 30, 40, 50 prochaines années. Et en fait, le nœud de la ligne de séparation entre ceux que j'appelle les terriens et ceux que je considère comme des destructeurs est lié à cette notion d'anthropocène. Parce que vous avez toute une série de responsables politiques qui ont intégré, j'allais dire, la réalité du réchauffement climatique. Mais les limites planétaires, la raréfaction des ressources, l'effondrement massif d'une violence absolument inouïe du vivant, de la biodiversité, n'est pas du tout dans leurs écrans radars. Et donc, ils sont effectivement dans l'idée que, par exemple, on va pouvoir continuer à subventionner les énergies fossiles, alors que c'est exactement l'inverse de ce que dit qu'il faut faire l'état des connaissances scientifiques. Dans votre livre Écologie intégrale. Alors, je voulais juste dire qu'on a noté les questions, pour ceux qui les ont posées. On suit le fil là, mais on y reviendra après. Dans votre ouvrage Écologie intégrale, vous dites que désormais l'alternative est entre écologie ou barbarie, entre terriens ou destructeurs, ce que vous venez de mettre sur la table. Il n'y a donc pas de place pour le en même temps de Emmanuel Macron, pas du tout. Le en même temps, il roule pour la destruction. Je viens de prendre un exemple très concret, mais je dis on peut en prendre plein d'autres. On n'est plus du tout dans le temps des demi-mesures. Il y a quelque chose d'antinomique, si vous voulez, quand vous prenez le discours de politique générale du Premier ministre au mois de juin dernier, qui annonçait le prétendu tournant écologique du gouvernement. Il y a une phrase pour l'écologie et la phrase d'après, il y a une phrase pour la croissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a la négation de la cause du problème. Donc on revient à ce dont on discutait depuis tout à l'heure sur la radicalité. Après, effectivement, on peut considérer que le paysage politique à l'échelle internationale, il est en train de se structurer entre les destructeurs que sont Trump, que sont Bolsonaro, avec quand même cette notion, à mes yeux, du fait que l'angoisse existentielle qui est derrière les effondrements qui sont en cours, elle peut nourrir aussi des réflexes, si vous voulez, de climato-obscurantisme, de peur, de repli nationaliste, etc., qui sont complètement fallacieux, mais qui expliquent aussi la dynamique politique de ces forces réactionnaires, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, aussi en Inde, dans un certain nombre de pays, où effectivement le choix de l'écologie, mais on va de plus en plus vers un paysage politique qui se résume à ce caractère binaire du débat qui est lié à la reconnaissance ou pas des limites planétaires et donc de l'anthropocène. J'ai une dernière question pour vous concernant ce premier axe de débat. Vous parlez d'écologie intégrale, vous avancez aussi le concept d'État résilient. Est-ce que finalement il est compatible ce concept avec le cadre institutionnel actuel de la 5e République? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Il faut transformer l'État. Moi, je crois qu'on a besoin de beaucoup. En fait, organiser une vraie stratégie de résilience, c'est-à-dire, pour une part, d'adaptation aux transformations, de résistance, d'adaptation aux transformations qui sont en cours, nécessite en fait de rendre énormément de pouvoir au territoire, à la démocratie locale, mais on aura toujours besoin d'un certain nombre de communs.
à différentes échelles, et notamment à l'échelle de la nation. Et cette notion d'État-résilience, en fait, je l'inscris, si vous voulez, dans le prolongement, par exemple, de ce qu'a été la création et la construction de ce qu'on appelait l'État-providence, c'est-à-dire au point de départ un État qui était que sur sa fonction régalienne de sécurité, qui a évolué vers un État social et qui aujourd'hui doit devenir un État écologique, ce qu'il n'est absolument pas. On en a des preuves tous les jours, comme encore récemment à Lubrizol. Voilà, j'en profite, vous avez une petite dernière question. Vous avez été ministère de l'Environnement. Est-ce que vous aviez une marge de manœuvre conséquente ou est-ce que vous vous sentez plus utile aujourd'hui, avec un peu de recul peut-être, à côté, en tant que présidente de Génération Écologique? Alors, je me pose vraiment pas les questions comme ça. Je suis désolée. Moi, je suis militante en fait. Donc, je milite partout. Si je suis ministre, je suis ministre militante. Si je suis députée, je suis députée militante. Si je suis responsable associative, je suis militante. Et je n'adhère pas à l'idée que la politique ne peut rien faire. Qu'un ministre ne peut rien faire, ce n'est pas vrai à mes yeux, et on pourrait développer et prendre un certain nombre d'exemples. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est qu'il y a des résistances sur lesquelles on pourrait faire une soirée entière, sur le poids des lobbies, sur le conformisme de la pensée, sur les résistances qui renvoient à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire quand même le logiciel du XXe siècle, du XIXe siècle, sur la croissance économique, etc., etc. Donc il y a des résistances très importantes, mais elles ne sont pas si puissantes que ça quand il y a de la détermination à les affronter et quand il y a une société mobilisée, c'est-à-dire un mouvement social pour pousser un certain nombre de combats. Vous avez déjà répondu à la question. Lucas, vous êtes membre du mouvement Extinction Rébellion. Il vous a amené à militer de cette manière pour ce mouvement. Est-ce que c'est cette notion d'anthropocène, précisément? Alors, est-ce que c'est particulièrement lié à la notion d'anthropocène? Je dirais pas. Enfin, oui et non au final. Je pense que ça vient d'une prise de conscience individuelle dans un premier temps, qui était j'étais il y a 2 ans de ça, j'étais en prépa HEC, et je me suis posé la question à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là en fait concrètement? Pourquoi je bosse? Je fais que ça de mes journées, concrètement. Quel est l'objectif? Quel est l'objet? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et un tout petit peu moins proche. Et à partir de cette réflexion-là, je suis arrivé à la conclusion que mes études ne servaient strictement à rien, compte tenu du monde dans lequel on se projette. Juste pour poser un peu le constat de départ sur lequel on se base dans le mouvement, c'est voilà, d'ici quelques dizaines d'années, on va vivre dans un monde, si on peut appeler ça vivre, ou survivre dans un monde qui aura radicalement changé, c'est-à-dire qu'on va faire face à des vagues de migration immenses. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, occidentaux, aujourd'hui, on commence à peine à sentir les prémices de ce réchauffement climatique-là, mais il y a d'autres pays, tels que l'Inde, qui sont déjà en plein cœur de ces problématiques qui sont liées au réchauffement climatique. L'été dernier, ils ont fait face à des canicules qui sont supérieures à 52, enfin il y avait plus de 50 degrés de température extérieure. Juste voilà, pour aussi lier ça à la destruction du monde vivant et du monde vivant, parce que c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop. C'est la photosynthèse, elle se fait au-delà de 40 degrés pendant une semaine. Tout ce qui est plante, tout ce qui est arbre, ils arrêtent grosso modo de faire la photosynthèse, ce qui veut dire plus de nourriture, plus de vie. C'est aussi de la production d'oxygène, c'est aussi de la captation de CO2, tout ça s'arrête si on est plongé dans des phases de canicule assez prolongées au-delà d'une semaine dans ce lot de température-là. Et voilà, j'ai eu ce genre de réflexion-là et je me suis dit, en fait, là clairement, si je continue dans cette voie-là, j'ai eu une phase de résistance en me disant ouais, je vais pouvoir changer le système de l'intérieur, je vais gravir les échelons et arriver en haut, j'aurai un vrai impact, je pourrais faire quelque chose. Et en fait, ça a duré un mois, et au bout d'un mois, je me suis dit, c'est totalement illusoire. Les choses, on ne pourra pas les changer de l'intérieur, même à mon niveau individuel, très rapidement. Après, pour moi, c'est une question de d'éducation. Le système capitaliste, individualiste, nous éduque comme ça au quotidien, et c'est à nous, à nous regarder à travers notre prisme individualiste, et à se dire que
c'est par mon action individuelle de pouvoir changer les choses. Et ça aussi, je me le suis dit pendant 2-3 mois. Et j'ai vite compris que c'est pas comme ça qu'on allait réussir à effectuer ce changement radical de société. C'est-à-dire que trier ses déchets, prendre des douches courtes, tout ce qu'on peut entendre, fabriquer les choses soi-même, ça a son temps, ça a un moment. Mais au final, pour moi, c'est une adaptation en fait, du système individualiste économique qui essaye de garder la mainmise sur sa croissance, sur le développement toujours plus, en prenant en compte des tendances actuelles qui, là, est l'écologie, et en nous faisant croire que voilà, c'est comme ça, c'est en restant dans notre prisme individualiste qu'on va changer les choses. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait sortir de ça pour aller vers le collectif. Parce que c'est comme ça qu'on allait réussir à remettre en question des structures de pouvoir, des structures qui ont du pouvoir, telles que des multinationales, telles que des États. Et c'est vraiment ensemble, par le collectif, qu'on allait réussir à avoir ces changements structurels et systémiques. Donc vous prenez des douches longues, vous ne fabriquez pas vos cosmétiques vous-même? Non plus. Je pense que j'aime beaucoup la notion de nécessaire de suffisant. Prendre des douches courtes, fabriquer ses cosmétiques, voilà. Moi, personnellement, tous les éco-gestes que je peux faire au quotidien, je les fais parce que ça me tient à cœur, et je pense que c'est nécessaire à un changement global, mais bien en gardant à l'esprit que c'est en aucun cas ce sera suffisant à obtenir les choses qu'on veut. Que si je reste dans cette forme d'individualisme, c'est totalement illusoire vis-à-vis de l'urgence dans laquelle on est et les conséquences à venir. Votre mouvement est parfois caricaturé dans les grands médias. On a vu, il me semble, c'est sur France Inter, c'est Glenn Moyen qui parlait de l'extinction d'animaux comme un mouvement violent. Qu'est-ce que ça vous fait quand on parle des raccourcis comme ça? Je sais pas. Ça vous donne de l'énergie, ça vous énerve parce que... Ça m'énerve pas, non. Enfin, ça, c'est la colère, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, pareil, depuis le changement. Moi, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Si je devais être en colère en permanence, ça mènerait à rien, quoi. Je préfère me concentrer dans l'action plutôt que dans la colère et la critique permanente. Je sais pas, pour revenir à cette ce que Noria, est-ce que l'extinction violente est un mouvement violent? Enfin, sur la page web, le premier truc qui apparaît, c'est non violent. En quoi c'est un mouvement violent? Après, je comprends bien que aujourd'hui, il y a un vrai changement dans l'écologie. Elle était dite partisane, je pense, depuis le début. Ça, c'est les partis qui essaient de faire vivre cette écologie. Et là, aujourd'hui, on a une vraie prise de... les citoyens, les individus s'emparent de ces questions-là, et je pense que c'est ça qui a pu faire sauver Madame Royal. C'est fait que l'écologie aujourd'hui ne se fera plus uniquement, en tout cas, dans les lieux de pouvoir étatique, institutionnels, mais bien au contraire, elle sera dans la rue, elle sera dans les quartiers, elle sera dans les campagnes, et c'est de là, pour moi, qu'elle doit vraiment partir, elle doit émerger, parce que c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau local, c'est pareil, on va revenir à cette échelle de collectif. C'est en petit groupe qu'on devra gérer les conséquences du réchauffement climatique et de la destruction du monde. Vous en avez déjà bien avancé dans les discussions, on va passer tout de suite au deuxième axe de débat. Quelle stratégie déployer pour le mouvement écologiste aujourd'hui? Christophe Bonneuil, est-ce que vous pouvez nous faire un historique de votre groupe du mouvement écologiste depuis la Seconde Guerre mondiale? Je crois que je vais faire quelque chose d'un peu plus simple, je vais essayer de comprendre, comme dit, j'aime bien la vidéo de Vincent Verza qui s'appelle On s'est planté, où il fait le mouvement, le bilan des manifs climat qui ont démarré en septembre de l'année dernière, pourquoi elles n'ont pas obtenu grand-chose, etc. Il fait une grande révision stratégique. Là, j'ai envie de faire le pourquoi on s'est planté des 50 dernières années des mouvements écolos. Alors c'est parti. Voilà. En 6 points. Il faut voir qu'à la fin des années 60, au début des années 70, on a un mouvement de contestation qui est déjà extrêmement fort, extrêmement menaçant, qui dérange un certain nombre d'élites politiques et industrielles. Le premier jour de la Terre aux États-Unis, il y a 20 millions de personnes qui participent. On est en pleine lutte des droits civiques. Il y a des convergences entre le mouvement écolo et les luttes antiracistes. On est en pleine guerre du Vietnam, il y a des convergences avec les luttes anti-impérialistes. On a
la conférence de Stockholm en 1972, qui est la première conférence internationale de l'ONU sur les questions environnementales. On a le rapport au Club de Rome, le rapport Meadows qui modélise les ressources et l'évolution de la planète et qui dit si on continue comme ça, on va affronter des pics et il va y avoir des problèmes dans un horizon de 50 ans. On a un économiste dissident, Georges Scurogène, qui parle de décroissance et de bioéconomie. Donc quelque part entre 68 et 73, on a déjà tous les ingrédients. Les premiers constats sur le changement climatique, on les trouve dans un rapport à la Maison Blanche en 70. Alors certes, on a renforcé nos connaissances depuis, mais en tout cas, on avait déjà un certain nombre d'ingrédients et de mobilisation extrêmement fortes à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas changé plus vite? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là où on est, avec une empreinte planétaire de 3 planètes des humains, alors qu'en 70, on était encore proche d'une planète. On était presque encore dans les clous. Je dirais... Pardon? Non, l'humanité entière a dépassé une planète quelque part à la fin des années 60, si je me souviens bien. Et pour l'humanité entière. Aujourd'hui, on est à 1,6, pardon, pas à 3. Je dirais, il y a eu 6 défaites qu'on a connues dans les 50 dernières années. La première, c'est une défaite des contre-feux idéologiques suite aux alertes de la période 68-72. Il a commencé à y avoir des économistes qui ont dit non mais la décroissance c'est pas sérieux, les alertes du Club de Rome c'est pas sérieux, parce qu'ils ne prennent pas en compte le libre jeu du marché. On a un marché qui fait que quand les ressources se raréfient, elles deviennent plus chères, on a un signal prix et le marché va s'auto-organiser pour répondre à ces enjeux écologiques. Et vous allez voir, tout va bien se passer, d'autant plus que le marché permet l'allocation optimale des ressources pour les innovations. Les entreprises, face à la montée des prix, vont innover dans des technologies alternatives. On aura des super technologies vertes, on aura des OGM, c'est 73 le début des OGM, qui vont sauver la planète parce qu'on pourra faire des céréales fixatrices d'azote qui n'auront pas besoin d'engrais. C'est la promesse des OGM en 73-75. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais c'était la promesse idéologique qui nous a été faite. Et on aura les technologies de l'information qui vont dématérialiser l'économie. Donc on se retrouve dans un ensemble de contre-discours anti-écolo qui disent avec plus de marché et plus de technosciences, on va résoudre le problème beaucoup mieux que ces écolos poilus qui font du macramé et qui habitent dans des communautés et qui ne sont pas sérieux. Il y a un phénomène de délégitimation du mouvement écolo par les institutions, par l'économie et la science officielle. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on pourrait dire, c'est aussi une erreur de la part d'une partie du mouvement écolo qui a été un peu une erreur de croire que l'alerte scientifique suffisait, que de mettre la Terre dans un modèle comme dans le Club de Rome, ça allait suffisamment faire peur pour que tout le monde change. Et même, moi j'en ai fait partie de cette erreur-là, à un moment dans le mouvement de la transition, dans les années 2000, on pensait que grâce au pic de pétrole, finalement ça allait limiter le changement climatique. Bientôt il n'y aurait plus d'énergie, donc spontanément on allait limiter les dégâts du changement climatique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a largement assez d'énergie fossile pour faire péter la planète, pour la faire monter de plus de 10 degrés aujourd'hui. Donc on ne peut pas compter sur les limites des ressources, cette alerte sur les limites des ressources pour bien se comporter. Un peu plus raffiné. Alors ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a eu une bataille perdue sur le contrôle des multinationales. En 1974, suite au coup d'État de Pinochet au Chili, il y a eu un scandale qui est que ITT, une multinationale américaine de télécom, avait participé à des tentatives de coup d'État avant celui de Pinochet qui a réussi, et se met en place à l'ONU, votée par l'Assemblée Générale de l'ONU, une commission pour contrôler les agissements sociaux et environnementaux des multinationales. Pendant 10 ans, il va y avoir des contre-feux des lobbies économiques internationaux, la Chambre de commerce internationale, puis de Reagan au début des années 80. Cette mesure-là va être enterrée. Qu'est-ce qu'on a eu à la place? L'autorégulation, la responsabilité sociale et environnementale, les normes adoptées par les entreprises elles-mêmes et aucun contrôle politique au plan international sur les entreprises. Je vais passer la défaite du nucléaire, qui est une grosse défaite des années 70-80 également. Et pour terminer sur deux autres, en fait, il ne faut pas sous-estimer que les élites économiques ont
s'est compris dans les années 70 la menace que représentaient les contestations écologiques et qu'elles y ont répondu par des stratégies. Et notamment, il y a un très beau travail de Cédric Chamaillot qui s'appelle La société ingouvernable et qui raconte comment Nestlé, en 1977, fait face à un boycott sur le lait en poudre qui posait des problèmes en Afrique parce que l'eau n'était pas potable. Il y a un énorme mouvement de boycott qui fait baisser l'action Nestlé. Ils embauchent un ancien stratège militaire en relations publiques qui s'appelle Raphaël Pagan et qui va définir la stratégie de riposte de Nestlé face à la contestation de la société civile. Et il va dire, ben voilà, en fait, chez les écolos et dans ces mouvements, il y a 4 groupes. Il y a les radicaux. Alors eux, on va les isoler, les marginaliser, les écraser, se débrouiller pour qu'ils n'aient pas de subventions, les réprimer. Il y a les idéalistes, ceux qui sont un peu naïfs, ils croient bien faire. On va les rééduquer. On va leur dire que s'ils suivent les radicaux, c'est encore pire que s'ils font juste des petits éco-gestes, par exemple. Hein. Et donc on va instiller d'autres principes moraux qui vont dépolitiser les mouvements écologiques. Après, il y a les opportunistes. Alors eux, carrément, on les embauche, on les intègre dans les conseils d'administration, etc. Et il y a les pragmatistes. Alors les pragmatistes, ils ont besoin de victoires partielles pour être satisfaits, pour continuer à emporter. Donc on va leur donner des victoires partielles, on va faire des petites avancées, on va faire des dispositifs délibératifs, des tableaux ronds, des granelles de l'environnement, etc. pour que ces gens-là aient du grain à moudre, qu'ils aient l'impression que ça légitime leur stratégie des petits pas dont tu parlais tout à l'heure. Donc il ne faut pas faire comme si on était un mouvement qui n'avait pas de gens qui pensent en face de nous. On a des gens qui pensent, qui ont des contre-stratégies, et il faut en tenir compte. Et puis peut-être la dernière défaite, c'est en lien avec la 5e République, c'est qu'il y a eu une sorte d'institutionnalisation de l'écologie dans la 5e République, l'évolution du Parti vert, la cooptation dans les coalitions de gouvernement, dans lesquelles malheureusement les ministres avec des convictions écologistes, que ce soit Delphine, que ce soit Dominique Voynet, que ce soit Corinne Lepage dans un gouvernement droite, elle n'avait pas les marges de manœuvre pour faire avancer parce qu'on a une structure de l'État, des grands corps, on a une structure de la 5e République avec un système à 2 tours qui fait que les quelques députés à conviction écolo, ils doivent leur poste à une alliance, à un cadeau du Parti Socialiste à une époque qui fait qu'ils ne peuvent pas porter leur cause de façon autonome. Et donc il y a eu un phénomène de digitalisation de l'écologie politique qui a été domestiquée dans le système de la 5e République. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, effectivement, probablement faire de transformation écologique sans changer de République. Delphine Bateau, sur ce phénomène de digitalisation. Non, je pense juste que cette question de qu'est-ce qui s'est passé est extrêmement importante. Et donc je ne sais pas si Christophe sera d'accord avec moi, mais je rajouterai 2 causes majeures. La première, c'est ce que Françoise Daubonne appelait le macho-marxisme. C'est-à-dire que face à la poussée féministe et écologiste, qui est celle des années 60-70, il y a eu le discours de la gauche classique qui était de dire la lutte des classes d'abord, le reste ensuite. Et en fait, le reste, c'est jamais. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, en fait, de comprendre qu'il y a un point commun entre l'idéologie du libéralisme et celle du socialisme, qui est basée sur une doctrine économique keynésienne, la croissance des forces productives, pour pouvoir assurer la libération du prolétariat, etc. Je ne rappelle pas tout ça, mais qui est donc basée sur la croissance économique et donc la négation des problèmes écologiques et donc le fait de transformer le combat féministe uniquement dans une revendication d'égalité d'accès absolument nécessaire, de refus des violences, d'égalité d'accès au pouvoir avec les hommes, mais de passer sous silence toute la question de la rupture avec le patriarcat dans sa dimension idéologique, symbolique, qui nécessitait de féminiser le monde, c'est-à-dire parce que l'écoféminisme, c'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi la possibilité de permettre à tous les hommes d'accéder à la sensibilité, à toute une série de choses. Et donc ça me paraît absolument fondamental
de comprendre ce qui s'est joué en fait face à l'émergence de ce qu'étaient des nouveaux courants de pensée, étayés sur le plan scientifique, etc., de ce qui a été aussi un conservatisme politique de force qui était censé œuvrer à la transformation de la société et qui en réalité ont été conservatrices. Christophe Bonnet a pris des notes, il va faire une version montée sans ouvrage, ça va bien fonctionner. Le film Walpo, on va revenir sur l'aspect stratégique qui nous occupe sur cette deuxième acte de réflexion. Dans votre livre, vous écrivez les Terriens doivent organiser leurs forces, se rassembler pour construire une nouvelle espérance. Stratégiquement, il faut donc construire une écologie qui touche le plus grand nombre, ou alors est-ce qu'une multitude d'écologies différentes finalement serait intéressante? C'est-à-dire on a plusieurs écologies aujourd'hui, on a une sorte d'écologie mainstream, une écologie plus radicale. Non, alors moi, mon point de vue, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas être pour la diversité dans la nature et pour que le combat écologique dans la société soit porté par une armée mexicaine où tout le monde penserait la même chose, où on serait tous en randonnion, etc. Donc cette diversité, on en a absolument... À partir du moment où on est OK sur les fondamentaux, donc la question de l'anthropocène, des limites planétaires, etc. On a besoin de diversité, mais par contre on a besoin d'être assez clair en fait sur les questions stratégiques. Mais le fait de vouloir rassembler le plus grand nombre en faveur... Alors peut-être ça me permet de répondre sur la dictature verte. On risque pas de... En fait, jamais nulle part la dictature n'a fait le bonheur des gens. Donc l'idée que l'urgence dans laquelle on est nécessiterait une sorte de vision léniniste de l'écologie, c'est-à-dire une avant-garde éclairée prendrait le pouvoir et pourrait faire le bonheur des gens malgré eux, ça n'existe pas en fait. Et la transformation écologique, sauf si vous voulez vouloir être dans une situation où, par exemple, vous auriez démocratiquement une situation de conquête du pouvoir par des écologistes. Si c'est pas là-dessus, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec François Ruffin. Si vous n'avez pas en même temps une société mobilisée, si vous n'avez pas un mouvement social, si vous n'avez pas donc une majorité populaire pour l'écologie, vous n'irez nulle part. Parce que compte tenu des résistances des forces que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit les lobbies, que ce soit les conservatismes, la situation internationale, etc., si vous n'êtes pas adossé à un mouvement populaire puissant et majoritaire sur un plan démocratique, il n'y aura pas de transformation écologique de la société, d'autant qu'on est sur un enjeu qui suppose autant une transformation anthropologique, donc une transformation aussi intérieure. Moi, je ne suis pas contre les petits gestes, etc. Je pense que ça fait partie de la prise de conscience. Je pense que les petits gestes amènent à la conscience politique, en fait. Et donc, on a besoin aussi que chacun, parce que nos modes de vie doivent changer, d'emporter tout le monde, en fait, dans ce qui est un changement culturel, une rupture avec l'idéologie dominante et pas simplement une problématique de conquête du pouvoir et de décision, j'allais dire, administrative ou de l'État. Donc non à la dictature, oui à la démocratie. Je peux dire. Allez-y, Je vais juste ajouter quelque chose vis-à-vis de cette problématique de la dictature verte, on l'entend beaucoup. Cette question, moi, je l'ai déjà entendue pas mal de fois. Et pour moi, c'est aussi oublier ce qu'est l'écologie et ce qu'est un changement radical. La dictature verte, pour moi, on revient à ce mythe qu'un petit groupe d'individus, si on leur donne tout le pouvoir, ils vont réussir à résoudre la crise et tout va bien se passer. Et on va pouvoir, nous, à notre échelle, ne pas agir. On va déléguer une fois de plus notre pouvoir de citoyens et citoyennes à un puissant pour qu'il résolve la crise. Et je pense que l'écologie, au sens auquel je l'entends et auquel elle doit être entendue, c'est une écologie collective et c'est vraiment en discutant, en débattant collectivement, en faisant ensemble qu'on va réussir à impulser ce changement radical et non pas en donnant tout le pouvoir à une personne en disant voilà. Pour moi, c'est continuer dans ce modèle de la 5e République. On délègue notre pouvoir et j'ai fait mon devoir, entre guillemets, cette illusion de démocratie qui plane sur la France et sur les pays occidentaux. Je fais mon devoir de vote et maintenant je suis tranquille, je peux mener ma petite vie au quotidien. Non, en fait, c'est pas ça.
c'est en tant que citoyen et citoyenne, on est des acteurs, on se doit d'être des acteurs et des actrices de la vie politique, c'est-à-dire la prise de décision au quotidien, et chacun, enfin, sur des cycles plus ou moins courts, prend des décisions et impulser des changements sociaux. Non, juste du tac au tac pour souligner, comme Christophe le disait tout à l'heure, qu'on a des adversaires qui font aussi un travail idéologique. Et donc le fait de coller aux écologistes cette notion, alors parfois on entend Khmer vert ou dictature verte, ou le fait d'aller chercher des expressions comme le fait que les écologistes seraient contre les problèmes de fin du mois, vous voyez, où il faudrait opposer fin du mois à fin du monde, c'est une guerre idéologique menée par les destructeurs pour essayer de s'entourer d'un bouclier humain au nom des difficultés de la population, pour combattre en fait les idées écologistes. Et donc c'est pas un hasard, si vous voulez, si on retrouve ces termes par exemple de dictature verte, je sais pas moi, dans les éditos de Laurent Alexandre et d'un certain nombre de climato-sceptiques ou climato-obscurantistes, ou comme il l'a mis sur son Twitter, anti-Greta Thunberg. Lucas, Extinction Rebellion sur une stratégie de désobéissance civile, de non-violence, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces notions, sur la stratégie du mouvement? Ouais, je vais commencer par revenir sur la stratégie du mouvement en tant que tel, puis l'élargir aussi dans un cadre plus global, parce que je pense que c'est bien de lier les notions et pas de les opposer, puisque c'est un peu je parlais d'adversaire, c'est un peu le travail éducationnel des États, d'opposer les luttes en permanence, pour nous faire croire que voilà, c'est une lutte là, et en compartimentant les luttes, ça empêche en fait un rassemblement et une convergence globale des mouvements. Je reviendrai aussi sur ce terme de convergence. Donc pour commencer, pour Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui base sur sa stratégie sur la massification à travers des stratégies de désobéissance civile non violente. On part du constat que signer des pétitions, faire des marches, ça a eu son temps, mais malheureusement pas son efficacité. Depuis la naissance du mouvement écologiste, depuis qu'on signe des pétitions, qu'on fait des marches, qu'on se rassemble, il n'y a pas eu de grande avancée systémique. Là, la problématique, elle est prise un peu dans le sens, c'est à nous maintenant d'obtenir et d'aller chercher ces avancées systémiques. Et en par des stratégies de blocage, de perturbation massive, que ce soit des groupes, entre guillemets, des citoyens et citoyennes français, pour aussi amener à cette prise de conscience. Voilà. Pourquoi, pendant la semaine de rébellion internationale, tous les matins, je pouvais passer par Châtelet. C'était un exemple précis été. Je pense que quand on est dans sa ville et quand une ville dans son ensemble arrive à être paralysée, ça fait vraiment réfléchir les gens. Pourquoi on bloque? Pourquoi la personne qui pourrait être mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur, est dans ce mouvement-là et au lieu d'aller travailler comme moi, s'implique. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est ce changement psychologique, cette guerre psychologique qu'on met. Et pour l'instant, la France ne peut pas expérimenter, mais j'ai bon espoir que ça apparaisse dans le futur, c'est des blocages plus économiques, où là, l'objectif, clairement, ça va être d'affecter et de perturber l'activité des multinationales, d'État, pour faire perdre de l'argent et voilà, qui subit des pertes économiques. Et après, c'est un mouvement qui veut aussi inclusif, c'est-à-dire qu'une des c'est une thèse qui est moi-même que je critique beaucoup, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un mouvement entre 16 et 40 ans, grosso modo, de personnes blanches éduquées, la majorité des hommes, qui vont mener une lutte violente, parce qu'elle se veut de facto pas inclusive, et on ne pourra pas embarquer l'intégralité de la population avec nous. Je ne dis pas qu'une lutte violente, pareil, c'est un autre débat, c'est une convenance, mais voilà, l'objectif c'est de l'inclusivité, c'est de massifier, c'est qu'ensemble, on arrive à mobiliser pas une majorité de la population, parce que l'objectif c'est pas d'atteindre, je sais pas, 70% de la population, c'est d'arriver à mobiliser même une minorité actrice, c'est-à-dire qui va s'impliquer au quotidien dans un mouvement, dans une révolution, pour impulser ce changement systémique. Et après, la majorité, un peu les dormants, suivra d'elle-même vis-à-vis de ce changement. Sur une dernière question stratégique, avant de passer à la parole au public, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, et selon
Extinction Rebellion faire bloc autour d'un seul mouvement écologiste? Ou est-ce qu'il faut au contraire multiplier les mouvements écologistes? Extinction Rebellion dans une casquette particulière, Greenpeace, donc de plus petites associations. Comment vous voyez cette question stratégique? Déjà, ce sera ma vision, ce sera passé du mouvement en tant que tel. Pour moi, il y a un besoin de radicalité, que chacun se questionne. Comme on le disait tout à l'heure, voilà, le constat il est là, ce qu'il vient proposer, c'est on sait plus ou moins ce qui va nous arriver, on sait déjà ce qui se produit aujourd'hui comme effet. Et l'objectif pour moi, c'est pas d'avoir un seul gros mouvement, c'est vraiment d'avoir une diversité, une pluralité des tactiques. Mais d'avoir une pluralité des tactiques, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer par la lutte, dans la mesure comme il le souhaite, mais en ayant vraiment, pour revenir à ce que je disais tout au début, en se posant vraiment la question, est-ce que mon action là aujourd'hui elle agit vraiment sur les causes du problème, sur la racine du problème, ou est-ce que mon impact est uniquement sur ses conséquences? Est-ce que j'agis littéralement sur la cause du problème, sur ses conséquences? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, pour revenir à la convergence, pour moi il y a une vraie convergence des objectifs qu'il doit y avoir. C'est-à-dire, il y a la situation d'honnêteté, comment on arrive à renverser cette situation, quelle que soit notre méthode de lutte, quel que soit le biais par lequel ça passe. L'écologie est sociale, l'écologie doit être écoféministe. Moi, l'écologie, elle se veut avant tout, elle remet en question les rapports de domination. Au-delà du capitalisme, au-delà de l'extractivisme, du productivisme. Moi, le constat de départ, c'est celui-là, c'est que on s'est placé on a placé l'homme dans un rapport de domination. On a placé l'homme dans un rapport de domination, de supériorité, que ce soit vis-à-vis de la nature, des espèces vivantes, entre nous, il y a un rapport de domination homme-femme, par le patriarcat tout à l'heure. J'ai des rapports de domination adulte-enfant aussi, ça on n'en aura pas beaucoup, mais il existe vraiment ce rapport de domination-là. Et pour moi, voilà, l'ennemi commun c'est ça, les rapports de domination. Et le jour où on aura réussi à les abolir, on comprendra, tout le reste en découdra en fait. Sur les questions sociales, sur les questions écologiques, on pourrait y dire si c'est impossible ou pas, mais tout va en découler. Si on devait avoir un seul et unique ennemi en commun, c'est super. Bien, voilà, avec du grain à moudre. C'est à vous de poser vos questions, de réagir, de proposer des idées. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais en sachant que c'est pas possible. Surtout que nous ne sommes pas la majorité qui le fait. La majorité des personnes qui pensent comme vous, je pense que mais le problème, c'est qu'en fait, voilà, on ne va pas changer le monde, on ne peut pas changer le monde par rapport à ce que nous sommes. On peut, certes, emmener des gens dans la culture, on peut essayer de faire le possible, mais c'est pas nous qui dominons, c'est les gens qui dominent qui changent les choses. Mais au final, avec notre petit statut, merci pour ce témoignage. Je vous laisse. Oui, mais pour réagir à tout, les Camerounais ont dit que dans la loi, a dit qu'il y a quelques années, tous les petits ruisseaux en fleuve. Donc il y a là-dessus quand même. Donc chaque petit mouvement a son importance et après, elles sont suivantes. C'est bon. Alors, Monsieur Pétion, on a fait madame derrière vous. Oui, bonjour. Je voudrais parler d'Extinction Rebellion. En fait, j'ai participé récemment à un événement à Italie 2 et j'ai pu voir que Extinction Rebellion était des gens sérieux, efficaces. Alors, on leur reproche effectivement de regroupent un certain nombre de jeunes d'un niveau culturel au-dessus de la moyenne, disons. Eh bien, je trouve que c'est très bien. C'est des gens qui sont, de par leur éducation, leur culture, appelés à être responsables, à prendre des responsabilités. Eh bien, ils n'attendent pas d'être
majeurs et vaccinés, ils prennent leurs responsabilités dès maintenant. Et pour ça, je les félicite. Merci pour cette nouvelle action. Votre question. Aujourd'hui, je voulais savoir comment on peut faire pour en est avec un rapport de scientifiques qui me disent qu'on a 10 ans pour changer et on vit dans un état de droit où le temps des lois est un temps long et où les lois changent difficilement. Qui souhaite réagir à cette question sur le temps long et le droit? Moi, je connais plein de circonstances dans l'histoire où ça a été très vite, en peut-être quelques semaines, de créer la sécurité sociale, le droit de vote des femmes. Enfin voilà, il y a des circonstances dans l'histoire où les choses ont été vite. Alors, ça venait de longs combats. Il s'était passé plein de choses avant, etc. Mais il y a des circonstances historiques. On peut prendre une multitude d'exemples dans lesquels, quand il y a eu les attentats contre Charlie, ou au Bataclan, en moins de 15 jours, l'Assemblée nationale a voté toute une série de lois. Donc, attention, si vous voulez, à une vision linéaire de la situation politique d'un pays et des événements. La conscience des gens, par rapport à ce que tu disais, je te tutoie, elle fait en ce moment des évolutions spectaculaires. C'est la première fois dans l'histoire de France que la préoccupation pour l'écologie est en tête de préoccupation de tous les Français, presque toutes catégories sociales confondues. C'est la première fois que vous avez, alors là c'est des trucs de sondage d'opinion, c'est pas mon fort d'habitude, mais 72% des Français qui considèrent que le modèle économique actuel n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. 54% des Français qui pensent qu'il faut réduire drastiquement la consommation. C'est spectaculaire en fait, comme évolution de l'opinion. On est au début d'un mouvement de bascule en fait, par rapport à tout ce qu'a été l'idéologie dominante du consumérisme. La jeunesse est en pointe, c'est elle clairement qui tire les wagons, mais de l'ensemble de la société. Donc il y a énormément de potentialités, et pour les développer, à mes yeux, il y a vraiment une condition impérative qui est la non-violence. L'histoire a toujours montré que les moyens déterminent la fin. Si vous avez des modes d'action violents, vous aboutissez à des issues violentes. Si vous êtes pour l'écologie, pour l'abolition des rapports de domination, ainsi de suite, écoféministes, l'ensemble des modes d'action de la lutte, qui peuvent être effectivement radicaux dans les objectifs, dans les formes d'action, l'ensemble des modes d'action de la lutte doit être à l'image des idées et de l'idéal que nous portons. Lucas, et ensuite Christophe Bonneuil, une courte réaction sur ce qui a été dit, on va essayer de prendre le maximum de questions. Pareil, ce rapport au temps long qu'on a, et moi c'est vraiment ce que tu dis, c'est pas possible. Moi il y a un vrai déclic à avoir, c'est de se dire si collectivement on prend conscience que c'est possible. Moi si on part en se disant c'est pas possible, bien sûr que ça ne sera pas, parce que si de base on se sabote, entre guillemets, on n'arrivera jamais à obtenir ce qu'on veut, et ça répond pour moi aussi au temps long. Prends, je sais pas, la guerre, 39-45, on avait un ennemi qui était clairement identifié, voilà, c'était l'Allemagne nazie, et là on mobilise toute l'économie, c'est-à-dire on réoriente toute l'économie pour combattre cet ennemi, on réoriente tous les moyens de production, et ça on a un rapport de temps mais qui est minime quoi. Donc pour moi les efforts, que ce soit économiques, individuels, sociaux, on est en capacité de les faire, on est en capacité de les faire dans un temps très court. Maintenant, il faut juste que soit nous, soit les États ou tous ensemble, j'en sais rien, on les fasse très rapidement. Et voilà, cet effort de guerre, on l'a déjà fait, à nous de le refaire une deuxième fois. Sauf que là, on n'a pas en évitant la guerre. En évitant la guerre, de préférence, on n'a pas un ennemi physique, on a un ennemi qui est systémique et nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant que moi c'est système, c'est pas l'humain en tant que stabilisé, mais voilà, l'ennemi a changé, mais les efforts à produire, on a déjà été capable de les faire dans l'histoire, et à nous de les renouveler selon moi. Moi je vais réagir sur Italie 2 parce que je fais aussi partie du mouvement Extinction Rébellion, et puis sur les liens entre questions écologiques et questions sociales et les petites alliances qu'il faudrait chercher pour effectivement faire autre chose qu'une dictature verte.
C'est vrai que dans l'action Châtelet et de la semaine de la rébellion, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites à Extinction Rébellion, notamment par les mouvements sociaux, les gilets jaunes, etc., qui disaient « Nous, quand on va dans la rue, on se prend des grenades et on s'en prend plein la gueule, et vous, les jeunes blancs des couches supérieures, vous pouvez sans problème bloquer Châtelet, le gouvernement vous laisse faire, parce que finalement, vous n'êtes pas dangereux pour eux. » Et il y a eu ce genre de critique qui doit nous interpeller à Extinction Rébellion, il me semble. Et il me semble que l'action de samedi à Italie 2 était intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle était construite d'une façon extrêmement ouverte entre Extinction Rébellion, le comité Adama et des groupes Gilets jaunes. Il y a vraiment ce souci d'intégrer différents courants. Le comité Adama est venu présenter ses revendications et la situation de répression dans les quartiers. Les Gilets jaunes sont arrivés. Finalement, c'était le 47e acte pour eux. Dans les derniers samedis, ils s'en étaient pris plein la gueule. Et là, Extinction Rébellion leur a offert une victoire, finalement, quelque chose de sympa. À 8h, quand on a repoussé les timides tentatives de la police de rentrer dans le truc, il y a eu une espèce de joie, on aurait dit, je sais pas, le Front Populaire, ça chantait, ça dansait partout. Et les Gilets jaunes étaient là, ils ont pu vivre ce moment festif, joyeux, avec les jeunes CSP+, de Extinction Rébellion. Et je pense que c'est ces moments magiques-là, ces moments de convergence qu'il faut multiplier. Et ça rejoint sur un plan plus institutionnel le Green New Deal, qui est aux États-Unis, qui est porté par la gauche écolo du mouvement démocrate, qui dit on va radicalement abandonner les fossiles, transformer complètement, faire une révolution écologique, mais tous les salariés qui risquent de perdre quelque chose, de perdre leur emploi, etc., seront soutenus et on s'engage à ce que d'un point de vue social, toute personne ait au moins le même niveau de vie, la même situation, ne pas perdre son emploi qu'avant la transition. Cette idée d'arriver à articuler une révolution écologique et une révolution sociale, je crois que c'est ça qui est devant nous. Vous voulez réagir sur vos propos, ensuite on passe à la parole. Oui, parce que j'ai été, je préfère le dire publiquement, j'ai été profondément mal à l'aise en fait par les slogans d'apologie du terrorisme qui ont été écrits à Italie 2. De la même façon, j'ai été extrêmement mal à l'aise par les violences de Black Bloc lors des marches climat. Et moi, je crois qu'il faut vraiment que notre combat soit totalement carré contre ce type de comportement et de dérive. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des militants d'Extinction Rébellion à Italie 2 qui ont passé leur temps à effacer un certain nombre de slogans problématiques et je les en remercie. Ceux qui amènent la violence dans les manifestations roulent pour les destructeurs. Ceux qui amènent la violence dans les manifestations font que ces manifestations sont petites. Il y a quand même une question qu'on doit se poser. Comment ça se fait qu'il y a 500 000 à Montréal et qu'il n'y a que 15 000 à Paris? Est-ce que nous, en France, on aurait, ou à Hong Kong ou ailleurs, est-ce qu'on aurait moins de capacité en fait à faire des mobilisations écologiques massives en France qu'à Lausanne, qu'à Bruxelles et que dans plein d'autres endroits? Donc il faut être vraiment, je pense que le travail qui est fait sur la question de la désobéissance civile non violente est extrêmement important parce que c'est un enjeu décisif pour pouvoir élargir les mobilisations, pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde et effectivement, alors de toute catégorie sociale, etc., il n'y a aucun débat là-dessus, mais vraiment cette question de la clarté sur la violence me paraît décisive et fondamentale. Alors, je vous propose, on va prendre 3 questions. Il y a beaucoup de monde qui veut réagir, j'ai vu les premières mains levées. Comme ça, vous pouvez peut-être les noter, vous avez tous un carnet de tous équipés. Et ensuite, on va essayer de répondre succinctement à chaque question. Et on va faire un dernier tour de questions, on doit libérer la salle à 20h. Monsieur, ensuite madame qui a levé la main. Excusez-moi, je suis au plaisir de sur les comptes. Vous ne m'entendez pas? Bon. Je trouve important qu'il y ait une égalité de parole entre les représentants et ceux qui écoutent. Donc plus d'échanges, plus de répondre, d'autre part, j'ai des
M. Corazza ne pas parler de la naissance de l'écologie politique en France, et l'histoire de l'écologie sur le domaine intéressant, du mouvement écologique français, du René Dumont en 1973, qui annonçait déjà l'apocalypse. Il aurait pu, d'autre part, ce que je regrette pour voir pourquoi il y a urgence. C'est parce que, oui, pourquoi il y a urgence? Parce que moi je crois qu'il y a 50 000 personnes qui meurent de la pollution en France chaque année, qu'il y en a 135 qui sont morts aujourd'hui. Tout ça, ça n'attend pas. Je crois qu'il y a urgence parce qu'il y a des pesticides, parce qu'on les mange tous les jours, et que ça n'attend pas. D'autre part, moi, il y a urgence parce que je n'ai pas 40 ans à vivre. Donc, c'est pour ça que je soutiens avec Action Rébellion, et je crois d'autre part qu'il faut manifester pacifiquement, mais surtout dans la durée, constamment, comme on fait les gilets jaunes. Si les gilets jaunes ont été massacrés, c'est pas à cause des bébés, d'accord? C'est pas de leur volonté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre ressenti. Voilà, tout le monde va vous répondre. On a jusqu'à 20h. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de rester aussi dans ce lieu pour continuer les échanges de manière plus informelle. Et voilà. Alors, la deuxième question ici, je vais terminer par là. Moi, je pense que c'est une question sur les manifestations de taille 2. Et quand la violence, c'est que la pollution, c'est comment on fait que pour avoir participé à pas mal de manifestations privées, voilà, c'est pas du tout forcément les manifestations de violence, c'est beaucoup la police. Et j'ai toutes des questions, par exemple, en Réunion, j'ai passé un message qui disait qu'il y avait des fois où il fallait accepter de se faire arrêter par la police et que ça c'était du bruit, machin. On n'a pas tous le luxe de se faire arrêter. Moi, je suis blanche, je peux avoir ce luxe. C'est pas le cas partout et c'est pas le cas pour tout le monde. Et je veux savoir si vous avez des réponses par rapport à ça. Merci. Alors, je vais me diriger de l'autre côté de la salle. Oui, j'aurais bien aimé revenir sur la notion d'écoféminisme parce que c'est une notion qui porte un peu à confusion. Je pense que objectivement, le féminisme, c'est quand même le fait de ne pas valoriser ce que c'est les femmes, ce que c'est les femmes. J'ai l'impression que l'écoféminisme, c'est lié à certaines valeurs qui sont un peu à la féminité, c'est-à-dire l'idée de protection, d'immanence et de douceur, etc. Donc j'aimerais bien simplement clarifier cette notion-là parce que je ne la comprends pas très bien, je vois très bien le lien entre écologie et féminisme. Toute dernière question pour cette première salve. Bonsoir, j'ai une question très courte parce que je remercie Delphine Bateau pour son appel à la conférence. Donc une question, il y a actuellement une assemblée citoyenne pour le climat qui est en train de débattre, de proposer des choses. Je voulais savoir quelle était votre position par rapport à la chance qu'on lui donnait de faire avancer ces propositions. Merci. Sur la question des violences policières, sur l'écoféminisme et sur l'Assemblée citoyenne. Je vous invite chacun à réagir. Je pense que même si j'aimerais beaucoup le contenu sur celle de la Convention citoyenne et pas de l'Assemblée citoyenne, pour moi il y a un vrai important du mot. Tu parlais de voilà, la stratégie qui est de massif, c'est affiché que l'arrestation, on assume nos actes et on est prêt à se faire arrêter et à répondre publiquement de nos actes, que ce soit par la condamnation, si la prison s'ensuit, aller en prison, etc. Et une question qui revient souvent, mais presque chaque fois que je rencontre quelqu'un, on parle de ce sujet-là qui est je ne peux pas me faire arrêter de par ma condition sociale, de par ma condition sociale, etc. Et alors, je n'ai pas de réponse parfaite parce que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est après chacun au niveau individuel de peser le pour et le contre. Nous, c'est souvent la vision qu'on a que les gens qui sont réprimés, oppressés, ils n'ont pas cette possibilité-là. En tout cas, nous, on ne leur donne pas cette possibilité-là. Et pour moi, c'est assez nocif parce qu'on, de par comment on interprète les choses, on les enferme aussi dans ça. Vous ne pouvez pas venir lutter avec nous parce qu'il y a plus de risques, etc. Pour moi, il y a vraiment des choses qui soient le mouvement noir de Martin Luther King en fait. La division civique, on la regarde historiquement,
c'est des gens qu'aujourd'hui on qualifie qui ne peuvent pas se faire arrêter, qui menaient ces actions-là, qui se faisaient arrêter. Et le dernier point, c'est ce qu'il faut voir aussi, et moi ce qui est très important à Saint-Pixer, parce qu'on est médiatisé à chaque fois sur nos actions, sur les moments de visibilité qui sont les actions. Mais en fait, pour moi, c'est pas l'essentiel. Il y a vraiment tout un écosystème qui se développe derrière et chacun participe en fait à ça. Et si, par exemple, moi, je ne me sens pas faire des actions, et ben, je peux faire de multiples autres actions à l'intérieur du mouvement qui vont le faire évoluer avec moi. Delphine Bateau sur l'écoféminisme. Ah, c'est Christophe qui voulait répondre sur l'écoféminisme. Bon, alors en fait, il y a eu des courants essentialistes, dits essentialistes dans l'écoféminisme, mais c'est en même temps un mauvais procès qui a été fait aux écoféministes, qui a été utilisé pour en fait éluder le propos fondamental de l'écoféminisme, qui est de reconnaître le lien qu'il y a entre l'infériorisation de la nature et la domination de la nature par l'espèce humaine et l'infériorisation du féminin et la domination des femmes par les hommes. Donc, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le féminin, c'est qu'en fait, on hérite de l'ensemble d'une culture patriarcale qui a infériorisé un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'émotions qu'on a tous besoin de redécouvrir, hommes comme femmes. Les femmes, c'est pas une question, si vous voulez, de génétique, c'est une construction historique, c'est une construction sociale, c'est une construction culturelle d'avoir été, j'allais dire, reléguée en esclavage dans un certain nombre de tâches sociales, assimilée à un certain nombre de valeurs, etc., etc. C'est une construction, historique, politique. C'est pas quelque chose qui est lié à la génétique. Voilà. Maintenant, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose d'écoféminisme à faire qui nous ferait tous du bien, c'est d'oser parler de nos émotions, par exemple, liées aux effondrements du vivant. C'est le fait de se dire que assumer de parler des émotions, c'est pas un truc complètement anormal dans lequel on est des extraterrestres. Et en fait, derrière cette notion de patriarcat et la domination du féminin, ça induit en fait la séparation de l'esprit et du corps, ça induit le fait de considérer que les émotions sont quelque chose de secondaire dans des modes de raisonnement extrêmement cartésiens, déshumanisés en quelque sorte, et que de découvrir en fait toute cette dimension de notre existence est une manière à la fois de nous rendre plus conscients de notre appartenance à l'ensemble du vivant et à la nature, et de nous rendre aussi plus humains fondamentalement. Alors moi je voudrais revenir sur les questions de violence-non-violence parce que malheureusement quelqu'un comme Thomas Piketty, qui est quelqu'un de tout à fait pas violent, se pose ouvertement la question de savoir s'il sera possible de renverser les rapports d'inégalité actuels sans en passer par les guerres ou les très fortes violences qu'on a connues au XXe siècle. Quelque part entre 1913 et 1950, il y a eu effectivement en Occident une très grande égalisation des conditions. Keynes parlait d'euthanasier les rentiers. Les rentiers ont perdu leur argent dans les emprunts russes, dans les guerres, etc. Et si on a pu nationaliser la SNCF et Renault, si on a pu donner le droit de vote aux femmes, et si on a pu créer la sécurité sociale, c'est parce qu'il y avait une légitimité particulière du gouvernement provisoire de la République au sortir d'une guerre atroce et dans laquelle la lutte de résistance a acquis une légitimité telle qu'elle a pu prendre des mesures extrêmement fortes à la libération. Donc ça ne s'est pas fait par un processus lent et gentil, etc. Malheureusement, un certain nombre de grands droits importants, et c'est vrai pour l'esclavage, ont été conquis avec un certain nombre de sang qui a coulé. Et j'aurais envie de dire que l'ANC, Mandela, il y a une articulation entre une lutte majoritairement non violente, et j'ai beaucoup de respect pour Mandela de ce point de vue-là, et en même temps, le même mouvement politique faisait des sabotages. La libération de l'Inde, c'est une articulation entre un mouvement de masse non violent et des situations de sabotage et de lutte armée également en Inde. Et je pense qu'on peut se poser la question aujourd'hui, et même Françoise de Bohème, grande écoféministe,
a déposé une bombe à Fessenheim de façon totalement clandestine. On ne l'a su que quand elle était morte et que ses archives ont été versées à l'IMEC à Caen. Et on peut se poser la question aujourd'hui, étant donné l'ampleur des problèmes auxquels nous faisons face, étant donné que nous avons un certain nombre d'ultra-riches qui sont en train de fuir et de se préparer à l'effondrement en achetant des maisons en Nouvelle-Zélande ou autres, etc., étant donné les bouleversements géopolitiques qui sont en cours, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé comme droitisation de l'Europe avec juste 1 million de réfugiés syriens qui ont essayé de venir en Europe. Qu'est-ce que ça va être quand on aura des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont arriver? Malheureusement, je pense qu'il faut anticiper le fait que la situation politique ne va pas être gentillette dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et qu'il y aura un certain nombre de choix à faire, les choix les plus justes possibles. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne construit pas une société meilleure avec une lutte essentiellement armée. En général, ça se termine en dictature. Mais malgré tout, il faut accepter une certaine multiplicité de stratégies, étant donné qu'effectivement, il y a urgence, il y a des inégalités énormes, et ça ne va pas se passer comme un petit... ça ne sera pas un long fleuve tranquille, quoi, malheureusement. On arrive à la fin de nos échanges. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de reprendre des questions publiquement, mais je vous invite vraiment à rester. Sur la convention, il peut répondre. Je vous invite vraiment à rester. Après nos échanges, on poursuit autour d'un verre et la Colombie ici. Je vous laisse un dernier tour de parole. Répondre sur la convention citoyenne et aussi répondre sur la question simple d'histoire écologique lors de la radicalité. Ok, alors pour la convention citoyenne, pourquoi je dis convention citoyenne et pas assemblée citoyenne? Parce que pour moi, on ne peut pas appeler ça une assemblée citoyenne, sachant qu'ils n'ont pas décidé de leur mandat, ça a été imposé par l'État. Vous allez réfléchir sur ça. On leur donne un temps de travail, ils ne peuvent pas définir leur propre temps de travail. Elle sera consultative et non décisionnaire. Ça veut dire que ce qui va aboutir de cette convention, c'est pas ce que ça fera. Et là, moi, c'est là où on vient à la quatrième revendication du mouvement d'extinction de l'Union, c'est la création d'assemblées citoyennes, qui vont être chargées de décider, et bien, on tient bien ce pouvoir décisionnaire, des mesures à mettre en place. Mais pour moi, la convention citoyenne, c'est plus une illusion de démocratie, encore au service d'entretenir un système, cette illusion verte de pseudo-démocratie, plus qu'une réelle avancée, un réel changement systémique. Alors, on va continuer les échanges ensemble, ça vous dit, autour du canapé là ou par chez vous. Merci beaucoup vraiment d'être venus si nombreux. Merci d'avoir participé si activement à ce débat, c'était génial. Merci à nos trois intervenants d'avoir été présents.